bonjour. Merci d'être là pour ce premier Paris Air Forum. Un siècle d'avenir. Voilà, c'est le siècle que la communauté des ailes internationales doit inventer, car le 21e siècle va être celui de l'aviation. Le rôle d'un média, la Tribune Forum Média, c'est de mettre en relation les gens et les idées. C'est ce que l'on va faire pendant toute cette journée. Paris est un endroit particulier pour parler de l'avenir, puisqu'il y a plus d'un siècle, c'est là que l'aviation internationale s'est inventée, avec cette devise « plus haut, plus vite, plus loin ». Donc il y a un siècle, l'aviation qui est un artisanat va devenir une industrie. C'est la date de naissance d'Aéroports de Paris qui nous a accompagnés dans cette aventure. Effectivement, que toute la communauté des gens de l'air débattent, échangent de ce que doit être l'avenir. Augustin Dromanet. Merci Max. Alors d'abord, vous pouvez applaudir Max, je vais vous expliquer pourquoi après. À l'origine des choses, il y a une discussion avec Max 3 mois après ma nomination à Aéroport de Paris. Je découvre que nous possédons un aéroport qui va fêter son 100e anniversaire sans que jamais personne me l'ait dit. Cet aéroport, c'est Le Bourget, qui a vu tous les exploits que vous connaissez. Et donc, à l'origine de cette nouvelle, je me suis dit, notre devoir, c'est de contribuer à populariser cette bonne nouvelle de la santé du secteur aéronautique et aussi de célébrer nos clients parce que c'est un 2e anniversaire. C'est l'anniversaire du premier vol commercial en 1914 entre Saint-Pétersbourg et Tampa. Alors, ce n'est pas Saint-Pétersbourg en Russie, c'est Saint-Pétersbourg en Floride et Tampa en Floride. Et je salue le président de l'ACI Monde, qui est président de la Société des Amis du premier pilote qui a fait un vol commercial en 1914. Et M. Piccolo est parmi nous, donc je le salue. Donc à l'origine, c'est l'histoire, c'est la célébration de tout ce que l'aéronautique a apporté au monde et tout ce qu'elle peut lui apporter dans le futur. Alors, je ne vais pas être long, mais je voudrais quand même vous citer 2 quatrains du poète Edmond Rostand. Edmond Rostand est un grand écrivain français qui avait perçu en 1911 que le climat du pays était morose et que l'aviation pouvait apporter beaucoup de choses. Donc je vais vous lire 2 petits quatrains, ça va être court. Et c'est extrait d'un texte qui s'appelle « Le Cantique de l'aile ». Il est difficile à trouver, donc ceux qui le souhaitent viendront me voir. Donc, c'est lorsqu'on disait le siècle sans ivresse et l'âme sans emploi qu'on voit ressusciter tout d'un coup la prouesse et renaître l'exploit. Il est temps de chanter le cantique de l'aile qui veut que nous ayons une route à jamais montante et parallèle au trajet des rayons. Bon, j'aurais pu développer beaucoup de choses, mais le message est un message fondamentalement d'optimisme et de foi dans l'avenir. Alors, vous savez tout ce que les ingénieurs français ont apporté au transport aérien, le manche à balai, l'aileron, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous projeter dans le futur. Vous tous qui venez du monde entier, je salue notamment nos amis qui sont venus de Corée, nos amis qui sont venus d'Afrique, du Moyen-Orient. Vous tous, vous savez combien c'est un secteur privilégié. Il croît 2 fois plus vite que le PIB. Pour un motif simple, c'est l'accession des classes moyennes à la faculté de se transporter. Et nous savons que le transport devient un bien vital dans beaucoup de pays dans le monde, puisque lorsque le rouble se porte mal et que les Russes ne peuvent plus voyager, c'est un trouble social en Russie. Et en Chine, vous savez combien l'accès au transport est un bien précieux. Donc, je vous citerai simplement 3 petits chiffres pour la France, mais chacun pourra transposer pour son propre pays. En France, le transport aérien, c'est 70 milliards d'euros. Le PIB généré par les aéroports de l'Île-de-France, c'est 30 milliards d'euros. Et les exportations des constructeurs d'avions, dont l'un des principaux est représenté ici avec Airbus, c'est 51 milliards d'euros. Voilà, donc j'ai déjà été trop long. Mais pour conclure, je dirais que nous sommes très heureux de pouvoir réunir pour la première fois les compagnies, les constructeurs, les aéroports, les pouvoirs publics et le Parlement. Et ce matin, nous avons, avec Bruno Leroux, qui va rendre bientôt une étude sur la compétitivité du transport aérien, l'incarnation du fait que nous sommes tous solidaires d'une même chaîne. Il n'y a pas les riches et les pauvres, les performants et les mauvais, etc., etc. Nous avons un devoir commun
qui est de servir nos clients de façon satisfaisante. Et je remercie, au-delà de Max Armanet qui m'a donné l'idée, la Tribune, qui est une entreprise innovante, qui a accepté de prendre un risque, puisque lorsque nous avons lancé l'idée de ce colloque, nous nous demandions s'il fallait que nous louions une salle de 35 personnes ou de 70 personnes. Merci de votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je serai bref. On dit souvent que les journalistes et les patrons de presse sont trop bavards. Simplement, j'avais 5 petits messages à adresser très rapides. Le premier à Bruno Le Roux de faire une suggestion au Premier ministre. Il faut absolument un ministre de la météo, parce que ce matin, en échangeant avec nos amis des États-Unis du Moyen-Orient, m'ont posé la question si on était en été ou en hiver. Et je pense qu'au moment où on va parler de beaucoup de régulation de l'aérien, ça serait une bonne initiative en préparation de l'année prochaine. Message pour le président du GIFAS, cher Marwan Laoud. On sait combien aujourd'hui votre action auprès de toute l'industrie, en tout cas l'aéronautique, et tout l'écosystème des entreprises, des ETI. Je me dis que finalement, dans cette édition du Paris Air Forum, j'ai un rêve à exaucer, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un plateau de grands noms qui ont fait le voyage pour échanger sur les 100 ans à venir, le futur. Mais je suis sûr que certainement dans cette salle et dans toute cette journée, il y aura des entrepreneurs, des chercheurs qui peut-être vont contribuer à faire évoluer, qui ne savent pas peut-être que dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, ils seront à cette tribune pour témoigner des changements et des transformations, non identifiés aujourd'hui, mais peut-être présents déjà dans la salle. Message enfin également aux équipes, aux journalistes de la tribune, vous les verrez durant toute la journée. Soyez bons, je remets la pression, vous avez des gens qui font voler des avions, donc nous on doit assurer durant toute cette journée. Message, enfin, cher Augustin Normanet, nous l'avons rêvé sur Paris Air Forum, vous l'avez dit il y a un an au moment du Paris Air Show. On l'a fait, je suis en tous les cas ravi qu'on ait pu concrétiser avec toutes les équipes, avec Max, cette envie à la veille de cet important anniversaire. Et puis dire aussi un message, parce que j'ai beaucoup vu de Toulousains dans la salle, moi qui suis né à Toulouse, j'aimerais que mon ami Aymeric Darcimol, qui est ici le commissaire général du Salon du Bourget, qui est Paris, que je ne suis pas un traître en tant qu'homme du Sud-Ouest, comme toi, cher Aymeric, homme du Sud-Ouest, de faire le Paris Air Forum. Je sais que certains avaient même imaginé de délocaliser le Bourget à Toulouse, mais on ne peut pas tout faire à Toulouse, et on ne peut pas faire aussi à Toulouse le Paris Air Forum. Voilà, en tout cas vous dire que le média, le rôle d'un média, c'est bien sûr au quotidien de vous informer, mais c'est aussi de vous réunir, et la tribune est au service des bâtisseurs de l'avenir. Le Paris Air Forum, c'est votre tribune à vous. Michel Cabirol. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et notamment aux personnes qui sont venues de l'étranger. Alors je reprécise, comme on a dit, on est bien à Paris. En dépit du temps, on n'est pas encore à Londres au salon aéronautique de Farnborough. En tout cas, merci d'être venus pour ce débat sur un thème crucial pour l'industrie française. Je rappelle le thème du débat. L'aéronautique est-elle une réponse, une solution à la désindustrialisation ? C'est un thème au cœur de l'actualité et on voit bien tous les efforts du ministre de l'économie Arnaud Montebourg qu'il déploie pour sauver l'industrie française, en tout cas pour préserver ses chances à l'international. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir au nom de Aéroports de Paris, de la tribune et du Paris Air Forum, ainsi qu'à titre personnel, Marwan Laoud, directeur général délégué du groupe Airbus Group. Il est également président du GIFAS. Pour ceux qui ne connaissent pas le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace. Marwan Laoud, c'est quelqu'un qui est audacieux et qui a toujours su faire bouger les lignes de cette industrie. Il a été, il faut le rappeler, l'un des grands acteurs de la création de ADS, qui est depuis devenu Airbus Group, à la fin des années 90. On connaît tous évidemment le succès d'Airbus Group. En 2013,
Le chiffre d'affaires a atteint, si je me trompe, Marwan, tu me le dis, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc qui n'est pas très très loin maintenant de Boeing, le leader mondial. Plus récemment, Marwan Laoud a lancé une très très belle idée de réunir les activités au sein d'une même société, les activités lanceurs spatiaux civils de Safran et d'Airbus Group. Pour débattre avec Marwan Laoud, Bruno Leroux, député et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. La politique n'est pas sa seule passion, si j'ai bien compris. C'est un pilote qui, je crois, est même instructeur, et c'est un adepte du parapente. Au-delà de ses hobbies très très intéressants, il s'intéresse de très très près aux questions de défense. Il est membre de la commission à l'Assemblée de la défense nationale à l'Assemblée nationale. Il s'intéresse évidemment aux questions aéronautiques et aux questions de transport aérien. C'est d'ailleurs à ce titre que le secrétaire d'État en charge des transports, Frédéric Huillier, lui a confié récemment une mission importante en vue de tracer des pistes pour améliorer la compétitivité du secteur en France. Alors, on va lancer le débat. Bruno Leroux, en tant que responsable politique, comment décryptez-vous, comment analysez-vous la réussite formidable de cette industrie aéronautique en France, et est-ce que cette réussite est déclinable à d'autres secteurs plus en difficulté? Bien, bonjour à tous. Merci. Moi, j'ai, comme souvent et très certainement beaucoup d'entre vous, répondu à cette invitation de façon totalement enthousiaste quand j'ai reçu un coup de téléphone me demandant d'y participer. Je pensais être comme vous, dans la salle, à écouter, et je me retrouve à ouvrir cette première table ronde, ici, à côté de Marwan Laoud. Très bien. Moi, je ne suis ici, vous venez de le rappeler, qu'un passionné au milieu de spécialistes de ces questions. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais à cette tribune. Pour vous donner en avant-première le contenu et le résultat des différentes missions que je mène aujourd'hui? Non. On espère. Ça ne sera pas, mais je commencerai. Mais nous venons de faire la réunion de mise en place, donc il est encore un peu trop tôt. Je vois dans la salle quelques acteurs qui participent à la mission. Nous allons travailler sérieusement. Pour vous dire la foi que j'ai aujourd'hui dans ce secteur d'activité, très certainement. Et s'il y avait quelque chose à faire partager, puisqu'on reproche toujours aux politiques de ne pas écouter. Moi, j'étais venu pour écouter aujourd'hui, mais dans le même temps, je veux remplir la mission que vous m'avez donnée, d'essayer de donner le sentiment que nous pouvons avoir de l'Assemblée nationale sur ce secteur. Peut-être aussi cette invitation, parce que quand vous rentrez dans mon bureau à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, mais d'autres ont eu l'occasion de le faire, c'est une vitrine de l'industrie aéronautique. Et qui fait que chacun des interlocuteurs se demande souvent pour quelles raisons il y a dans le bureau d'un président de groupe à l'Assemblée nationale autant d'avions, autant de fusées, autant de fleurons. Tout simplement parce que passent dans ce bureau beaucoup de gens qui ne sont pas des spécialistes de l'aéronautique, qui viennent de partout dans le monde, et que c'est souvent un bon moyen de nouer une relation, de nouer un contact, parce que quel que soit l'endroit d'où ils viennent, il y a une association qui se fait entre l'aéronautique et la France, entre le territoire qui est le nôtre et la France, entre des villes et l'aéronautique. Et c'est une activité, celle-ci, que cette industrie, qui partout dans le monde, quand on l'évoque, donne des noms. Dans l'ordre, la France, mais Concorde, Airbus, mais aussi un certain nombre d'autres avions. Et donc, il y a une association très très forte entre cette industrie, pas simplement pour notre territoire, nos concitoyens, mais entre cette industrie et notre territoire, qui fait que c'est quelque chose, l'aéronautique, qui appartient non simplement à notre patrimoine national, mais à notre savoir-faire. Et je crois qu'il y a rarement d'activités qui fassent autant le lien entre la vision qu'elle a de l'avenir, l'anticipation qu'elle a de l'avenir, la façon dont elle vise à imaginer l'avenir, et dans le même temps, ce patrimoine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il suffit d'aller sur, j'ai la chance d'être député de Seine-Saint-Denis et d'avoir le Bourget, personne n'aura jamais le Bourget dans le monde, personne. Et Washington a très certainement beaucoup d'atouts, mais enfin un lieu qui vit aujourd'hui, qui a l'histoire du Bourget, qui a le musée qui permet de montrer ce patrimoine,
qui permet de montrer qu'on parlait de 1914 tout à l'heure pour faire le siècle d'aviation, avec ce premier vol commercial, avec ce Morane-Saulnier qui allait faire de la reconnaissance déjà sur les prémices de cette guerre. Mais tous ces avions vivent aujourd'hui, même s'ils sont souvent statiques, au Bourget, et dans le même temps, quand on sort de ce musée, on a aussi la vision sur ce que doit être l'avenir et ce qu'est l'avenir aujourd'hui de cette industrie. Et je pense que les Français qui doutent beaucoup, qui doutent de leur industrie, à juste titre d'ailleurs pour un certain nombre de secteurs, aucun Français ne doute de la capacité aujourd'hui d'innovation et de développement de notre industrie aéronautique. Et ça, c'est un premier atout sur lequel il faut bien entendu construire et qu'il faut bien entendu valoriser. L'aéronautique fait partie de notre code génétique. Nous savons imaginer et construire des avions, et nous montrons aux Français et au monde que nous pouvons être leaders dans ce secteur. Il n'y a pas tant de domaines où il y a une osmose entre la réalité de ce que nous sommes, le sentiment qui en est perçu par nos concitoyens et le rapport réel que nous avons au monde sur ce secteur. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est le premier facteur de réussite de cette industrie. Le secteur majeur pour notre économie nationale, je ne le rappellerai pas ici, près de 400 000 emplois indirects, directs, 3% du PIB, je ne veux pas aller plus loin. Vous avez ici toutes les grandes dimensions qui font de ce secteur un pilier aujourd'hui de l'industrie et de la reconquête industrielle. Mais dans le même temps, ce n'est pas simplement ça, c'est, je pense, une industrie qui est emblématique d'un projet. Aujourd'hui, tout le monde veut susciter des réussites industrielles qui permettent de nourrir l'emploi dans notre pays, de permettre aux jeunes de trouver un avenir, de trouver un but à leur vie en matière de construction. L'aéronautique, avec l'industrie du luxe que je mets de côté, mais l'aéronautique est régulièrement le secteur le plus cité, que ce soit par les constructeurs, par les compagnies, d'attractivité pour la jeunesse. C'est un secteur qui embauche encore, même s'il a connu la crise ces dernières années, 10 000 recrutements sur l'année 2013, 15 000 2 ans plus tôt, mais c'est un secteur qui recrute encore chaque année. De ce point de vue-là, il est emblématique de secteurs que nous souhaitons en reconquête d'emploi et en développement d'emploi. Le deuxième élément, c'est que la balance commerciale est un élément important pour notre pays. C'est un secteur qui, aujourd'hui, contribue fortement à la balance commerciale de notre pays. 79% de son chiffre d'affaires consolidé est exporté, 22 milliards d'excédents commerciaux en 2013. Il n'y a pas d'autres secteurs qui peuvent montrer de telles réussites. Et enfin, le troisième élément qui est emblématique dans ce que nous souhaitons faire aujourd'hui en matière industrielle, c'est les dépenses de recherche et de développement qui sont importantes pour l'industrie, mais importantes pour le pays. Je ne reviens pas sur les chiffres parce que peut-être que Marouane Laoud, tout à l'heure, sur cette dimension essentielle de l'industrie, donnera des éléments. Enfin, pour terminer et pour brosser ce que représente ce territoire, cette industrie vue de l'Assemblée nationale. Parce qu'une industrie tout le temps en évolution. Les 34 plans de filière d'Arnaud Montebourg dont vous parliez tout à l'heure, la responsabilité d'Airbus aujourd'hui sur le développement de l'avion électrique et de la génération nouvelle d'aéronefs. Mais si je prends de l'autre côté de la chaîne pour rester dans les petits avions, il suffit de regarder le numéro du journal de la Fédération française aéronautique pour être enthousiasmé par l'avion qu'est en train de construire Philippe Monniot à Issoire avec du tout carbone et un développement sur des petits avions qui prend toutes les nouvelles technologies de façon très très forte. Nous avons une capacité d'innovation très forte et une industrie qui a un rapport au territoire, à l'Europe et à l'État. Au territoire, c'est la façon dont nous irriguons sur tout le territoire. C'est pas simplement Toulouse, c'est souvent Toulouse. Mais on a tort de dire que l'aéronautique, c'est uniquement Toulouse. C'est aujourd'hui des dizaines de pôles sur notre territoire qui font véritablement aménagement du territoire et avec, je pense, sur cette industrie, un rapport à la sous-traitance qui mériterait d'être observé ailleurs. Je ne veux pas mythifier les choses, mais souvent, ce qui nous remonte peut être très différent sur ce secteur que sur d'autres secteurs d'activité. Un rapport à l'Europe,
Je ne vais pas revenir sur les alliances stratégiques gagnantes qui ont été faites ces dernières années. Et enfin, un rapport à l'État, on en reparlera très certainement tout à l'heure, mais sur l'industrie de la défense, le lien avec l'industrie de la défense, la dualité aujourd'hui qui s'opère dans ce secteur, la question du soutien à la recherche, les relations avec les clients. Donc voilà, je ne veux pas aller peut-être plus loin parce que là c'est pour lancer les choses, mais pour vous dire que cette industrie, il y a des industries dont on se dit quelquefois il faut les supporter, il faut les sauver. Je pense que le travers que nous pourrions avoir avec l'industrie aéronautique, c'est de s'en éloigner au prétexte qu'elle irait bien. Justement, on va parler d'avenir. Et il ne faut pas. On va parler d'avenir. Je vais poser une question à Marwan Laoud. Quelles sont les clés justement pour la réussite de cette industrie à l'avenir, pour qu'elle continue à surfer sur ses succès et pour qu'elle reste finalement en France, que ses capacités de production restent en France et en Europe? Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. J'avais préparé effectivement une intervention, mais en écoutant Augustin de Romanet faire une évocation historique, je vais un petit peu changer le cours de ce que j'avais préparé. En réalité, regardons un petit peu derrière pour préparer ce qui nous attend. L'histoire de cette industrie, de cette activité est plus que centenaire, on l'a dit, et il y a un certain nombre de constantes que l'on retrouve dès l'origine, dès le début. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher les raisons du succès. Alors je vais dire des mots, puis je vais essayer de commenter chacun. Passion, c'est le premier mot qui vient. Quand les pionniers se lancent dans le vol, c'est-à-dire décoller du sol, ils sont un petit peu regardés avec mépris, en disant bon, ils ont perdu la tête. Audace, évidemment, audace physique, mais en matière d'innovation, ça a toujours été la caractéristique de cette industrie. En 1910, si j'étais un industriel de l'époque, un industriel du transport, et je me contentais d'investir dans ce qui amène un retour, j'investirais plutôt dans les voitures hippomobiles que dans les hélices. Et pourtant, 100 ans plus tard, on voit que c'eût été une erreur si on était dans un raisonnement strictement de retour financier. Donc je disais passion, innovation, audace, mais dès l'origine, il y a organisation, il y a structure, il y a filière et donc famille. Alors, si on essaie de se projeter dans l'avenir, juste avant de le faire, on fait un petit retour en arrière, non pas de 100 ans, mais de 20-25 ans. Il y a 20-25 ans, cette industrie était en crise. Reprenons des rapports parlementaires de l'époque. Je suis sûr que Bruno Leroux trouvera ça ou a déjà regardé ça. Il y a 20-25 ans, cette industrie était en crise. Il y avait la chute du mur de Berlin, la réduction drastique des budgets de défense, tiens, déjà. Et on disait, on ne survivra pas. Airbus n'avait pas fait la percée qu'Airbus a faite aujourd'hui. Les équipementiers étaient en difficulté. On parlait déjà de compétitivité, de sureffectif. Ce que cette industrie a fait sur les 20-25 dernières années, c'est une transformation radicale. Si on regarde le paysage, j'ai eu la chance de participer à cette transformation. Ce qu'a fait, vous l'avez cité tout à l'heure en introduction, ce qui a été fait autour de ce qui est devenu EADS et Airbus, mais pas seulement. Ce qui a été fait au niveau des équipements, qu'il s'agisse de moteurs, d'électronique de défense, le recours à la dualité, la diversification du risque. Donc, c'est une industrie qui, tout en gardant son esprit pionnier, tout en gardant son esprit audacieux, son envie d'innover, son envie de créer,
ne s'est pas enfermée dans les schémas passés. Elle s'est toujours remise en question, elle s'est toujours projetée. Alors évidemment, un des points, il ne faut pas le nier, mais je pense qu'on y reviendra dans la suite du débat, c'est que dès 1914, les États, les nations ont compris que cette industrie était stratégique. Et cette connexion avec les États, avec les nations, font aujourd'hui qu'il y a des endroits dans le monde où il y a une industrie aéronautique et d'autres où il n'y a pas d'industrie aéronautique. Donc, je dirais beaucoup de transformation, beaucoup d'adaptation, une sorte d'approche darwinienne de l'industrie qui fait que aujourd'hui on est là où on est. Bruno Leroux a eu la gentillesse d'évoquer un certain nombre de chiffres, donc je ne vais pas revenir dessus. Très excédentaire au niveau de la balance commerciale, des embauches, du développement, de l'activité nouvelle, des programmes nouveaux et toujours un très fort investissement dans la recherche et le développement. Justement, donc on a Bruno Leroux, responsable politique. L'industrie demande beaucoup de la visibilité et de la stabilité pour pérenniser le succès de cette industrie. Vous, en tant que représentant de la majorité, comment l'État français peut-il aider cette industrie à rester performante et à garder son leadership mondial? Les liens sont d'abord évidents sur cette activité. Je parlais de la défense tout à l'heure, dans un moment particulier, on le voit bien, d'ailleurs la commission de la défense de l'Assemblée nationale exerce toutes ses prérogatives. Elle a été faire il y a quelques jours un contrôle sur place, sur pièce, comme on appelle cela chez nous, auprès du ministère de la Défense, à Bercy et à la DGA, sur la question des recettes exceptionnelles, dont on voit bien qu'elles peuvent impacter le différé qu'il y a aujourd'hui dans la vente d'un certain nombre de fréquences qui entraînent des conséquences sur la loi de programmation militaire. Nous sommes les premiers concernés parce que nous voyons bien la dualité qu'il peut y avoir aujourd'hui entre ces dépenses militaires importantes pour l'industrie aéronautique dans son ensemble et surtout importantes en matière de développement civil. On connaît bien la dualité qu'il y a dans notre pays. Donc c'est le premier élément. Respecter d'abord ce qui donne de la visibilité au secteur. Et c'est vrai que l'engagement de l'État donne de la visibilité au secteur. Assurer de la stabilité au secteur, assurer de l'équité. Et quand je parle d'équité, je rejoins un peu la mission qui va être la mienne sur la question du transport aérien, parce que l'équité n'est pas aujourd'hui la réflexion majeure que l'on entend en interrogeant les acteurs, et quand on voit, même si j'imagine bien dans cette salle qu'il y a un certain nombre de clients de l'industrie aéronautique, mais la réflexion qui sera la mienne dans les prochaines semaines avec la commission qui a été mise en place, c'est les compagnies françaises, c'est les infrastructures aéroportuaires françaises, et c'est une chaîne aéronautique qui, pour moi, n'est pas complète s'il n'y a pas, à côté de cette industrie, des plateformes solides, mais dans le même temps aussi des transporteurs qui retrouvent de la santé, qui retrouvent des perspectives. Je crois que nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en débattre durant la journée. Mais est-ce que l'État n'a pas des leviers type pacte de responsabilité? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce type de levier? J'interrogeais hier le rapporteur de la mission d'information sur le CICE, par exemple, puisque se pose la question aujourd'hui de l'adaptation d'un dispositif général. Lui-même est un député qui est issu de Faisin dans le Rhône et donc très au fait de l'industrie chimique. Et il me faisait le parallèle entre ces deux industries en me disant il faut très certainement que l'on réfléchisse avec elles, parce que le CICE aujourd'hui est un dispositif qui touche très peu en matière de compétitivité ce type d'industrie. Et donc il y aura très certainement à la rentrée des propositions. Mais le fait majeur, quand je vais rencontrer les acteurs du secteur, ce n'est pas simplement le CICE, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps et qu'il n'est pas question, et sur lequel il n'est pas question de revenir, même si chaque année il pèse de plus en plus sur les finances publiques, c'est le crédit impôt recherche, qui est aujourd'hui absolument capital pour l'attractivité de la France, d'abord,
pour l'attractivité de la France, mais aussi pour nos industries à fort potentiel de recherche, développement et forcément pour l'industrie aéronautique. Et cela, il y a chaque année un débat récurrent, qui est d'ailleurs un débat, pas simplement certains l'abordent en matière d'optimisation. Je ne pense pas qu'on fasse de l'optimisation, en tout cas sur ce type de secteur. On ne fait pas d'optimisation fiscale par le crédit impôt recherche, on fait véritablement du développement. Il est vrai que chaque année, ce qu'il entraîne et l'effet levier qu'il génère entraîne une hausse de la dépense publique très très forte qu'il nous faut intégrer parce qu'elle est vertueuse, celle-ci, pour le pays. Mais ensuite, je ne veux pas rentrer dans les prochaines lois de finances. Il y a un certain nombre d'éléments sur la suppression de la C3S progressivement, la suppression de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés qui, elles-mêmes, doivent permettre de reconquérir, là encore, de la compétitivité par rapport au coût. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer? Je pense que sur ce secteur, l'investissement de l'État est d'abord, si j'enlève le crédit impôt recherche, sa capacité à accompagner les programmes qui sont les programmes qui visent à préparer l'avenir. Le PIA, ce qui est fait aujourd'hui, les avances de fonds qui permettent de développer, les avances de trésorerie qui permettent de développer des nouveaux programmes. Le programme, est-ce qu'il y aurait pu y avoir à 380, à 350 sans qu'il y ait le soutien fort de l'État? Et ce n'est pas une question médiocre, mais en même temps, c'est une réponse de pacte entre l'État et les industriels qui me permet de dire que sur ce secteur, on peut toujours imaginer de nouveaux dispositifs. Ils ont toujours un rendement qui est très fort pour chacun des acteurs. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a toujours nécessité à réfléchir à la compétitivité de ce secteur particulier et des moyens qui sont les mieux adaptés, parce que c'est un secteur qui rend au pays ce que l'on lui donne. Une question pour Marouane Laoud. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapés sur le budget de la défense. Le gouvernement a décidé de couper encore dans le budget de la défense de 1,5 milliard d'euros sur les 3 ans à venir, donc 500 millions d'euros par an en 2015, 2016, 2017, qui seront compensés, disent-ils, par des ressources exceptionnelles qui sont, on le sait, très, très aléatoires. Alors j'ai une question pour vous, Marouane Laoud. Sans le socle de défense, est-ce que l'industrie civile aéronautique peut-elle garder sa performance, sa compétitivité et surtout ses capacités de production en Europe et en France? La réponse est non, et je vais essayer d'illustrer ça avec 3 arguments simples. Le premier, si on regarde autour de nous, il n'y a aucune industrie aéronautique civile pure. Ça n'existe pas. Alors, peut-être qu'on peut innover en disant on va faire une industrie civile. Non, partout où il y a un écosystème aéronautique, il est aérospatial et il est défense. Pourquoi? Tout d'abord, sous l'angle des technologies, souvent c'est les technologies qui sont très identiques, très, très comparables, qui sont utilisées. La ressource humaine est la même. Les constantes de temps sont différentes. Comme les constantes de temps sont différentes, il y a une sorte de soutien à la prise de risque. En réalité, c'est ça. Quand Bruno Leroux parlait du 380 et du rôle du soutien des États européens pour le lancement du 380, il s'agit d'avances remboursables à l'aéronautique. Ces avances remboursables à l'aéronautique ont permis de financer le démarrage du programme. On connaît les règles, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un retour. Aujourd'hui, le 380 rembourse largement ce qui lui a été avancé. Il y a le transfert de technologie et le temps qui s'écoule entre le développement d'une technologie militaire et son arrivée dans le domaine civil. La constante de temps est en moyenne entre 10 et 15 ans. Alors on cite souvent des exemples du passé et les fâcheux disent oui mais c'est le passé, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui on pourrait évoquer un certain nombre de technologies du militaire qui peuvent aller vers le civil. J'en cite une, je me lance, je prends ma boule de cristal, c'est le vol autonome. Donc
quand les industriels du secteur disent « donnez-nous de la visibilité sur le budget de la défense », c'est pour dimensionner leurs investissements, c'est pour dimensionner leurs efforts, pour planifier leur activité. Et donnez-nous de la visibilité pour nous adapter, pour organiser notre structure. Je parlais, c'était un des points forts que j'ai évoqué dans mon introduction. J'irai un cran plus loin. Le fait pour les industries aérospatiales d'être en même temps des acteurs de la défense, c'est ce qui fait leur ancrage national, leur ancrage territorial. Bruno Leroux a évoqué le lien avec à la fois les territoires, la France et l'Europe. Je ferai un dernier commentaire sur la compétitivité. Je parlerai de CIR. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'optimisation fiscale que nous faisons, c'est de la désoptimisation fiscale. Quand on regarde notre contribution à l'effort de R&D autofinancé dans le pays, tout ça c'est des chiffres vérifiés et vérifiables, en réalité nous recevons 2 fois moins de CIR. 2 fois moins de CIR. Si on était à la proportion de notre effort de R&D, on devrait recevoir 2 fois plus de CIR. Cet effort de compétitivité que nous devons tous faire, il est nécessaire non pas pour aujourd'hui, non pas pour demain. Il est nécessaire pour se projeter 10 ans en avance. Et le fait de nous permettre de continuer d'innover, de nous permettre de continuer d'être audacieux en France, est important pour le maintien de cette industrie en France. On va se faire un petit peu peur, donc si j'ai bien compris, sans un ancrage national qui est lié au budget de la défense, à un budget de la défense raisonnable évidemment, les industriels français pourraient s'exiler à l'étranger. C'est pas une question d'exil, c'est une question de chercher à optimiser son dispositif industriel. Quand on est une industrie dont 70% du chiffre d'affaires est civil, la connexion avec le territoire, elle est ce qu'elle est. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On ne transporte pas l'usine de fabrication des 380 en une nuit de Toulouse ailleurs. Mais plus la connexion avec la France, avec l'Europe est faible, c'est-à-dire moins cette industrie est une industrie de défense, plus elle va aller chercher des endroits où elle va pouvoir développer son activité à moindre coût. Et là-dessus, je voudrais faire un point qui est très important. Pendant très longtemps, l'avantage compétitif de l'Europe, l'avantage compétitif de la France était sa ressource humaine qualifiée. C'est ça qui faisait la différence. Les ingénieurs, les techniciens formés, qui savent faire, etc. C'est plus le cas ? Il faut juste savoir compter. Dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, je prends la Chine par exemple, la Chine produit plus d'ingénieurs aéronautiques par an que les États-Unis et l'Europe réunis. L'Inde a une démographie qui est très forte, a des universités qui sont de très grande qualité. Donc le savoir est en train de migrer. Si en plus les conditions ne sont pas réunies économiquement pour rester sur le territoire national, ça ne se fera pas en une nuit, mais ça se fera. On parle beaucoup de compétitivité. On entend souvent, Bruno Leroux, un thème récurrent chez les industriels de l'aéronautique qui exportent. L'euro est trop cher. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ce fléau ? Là encore, ce qu'a dit Arnaud Montebourg hier ne vaut pas vos difficultés sur cette question de l'euro pour avancer, puisqu'il a lui-même acté hier qu'après des déclarations qui avaient été des déclarations intéressantes venant de l'Italie et de différents pays d'Europe sur le niveau de l'euro, on voit que cette question est l'objet d'une large discussion européenne dont on ne peut pas prédire que dans les prochaines semaines, elle aboutisse. C'est une réalité. Je pense que c'est un problème aujourd'hui pour l'Europe, c'est un problème pour son industrie, c'est un problème pour ses citoyens,
que d'avoir un euro qui soit aussi cher. Donc là, il faut continuer. Je disais tout à l'heure que j'ai oublié de dire que, bien entendu, la relation avec l'État dans cette industrie est aussi faite de relations diplomatiques et d'appui diplomatique, qui sont une des composantes aussi de la relation. Souvent, dans les relations industrielles, il y a aussi des relations d'État à État qui jouent un rôle, et on ne peut pas sous-estimer ces questions. Je pense qu'il faut, sur la scène européenne, continuer, bien entendu, à essayer de régler avec la Banque centrale cette question. Elle est plus compliquée qu'une déclaration de tribune ou qu'une déclaration de congrès aujourd'hui, et avec des partenaires qui ne sont pas toujours, vous savez, la discussion que nous avons avec l'Allemagne sur cette question, ne sont pas toujours faciles. Sans parler d'équité entre l'euro et le dollar, Marwan Laoud, c'est quoi le bon niveau de change entre l'euro et le dollar pour l'industrie aéronautique française? La question posée est bien au-dessus de mes compétences. Le niveau de l'euro, le niveau du dollar doit normalement refléter les forces relatives des économies, c'est-à-dire la comparaison entre l'économie européenne et l'économie américaine doit se retrouver dans le taux de change. Je lis juste, dans les analyses des économistes, une économie américaine qui repart, une croissance américaine plutôt meilleure que la croissance européenne, un investissement industriel. On pourrait discuter des causes, je ne discute pas des causes. Et pourtant, le dollar est toujours aussi faible. Vous notez que je ne dis pas que l'euro est fort. Le dollar est faible. Bon, nous, vu de notre petite lucarne aéronautique, il faut rester à sa place, vu de notre petite lucarne aéronautique, un dollar autour d'un 40, un euro autour d'un 40, c'est trop fort. C'est trop fort pour nous. Donc il faut qu'on se protège, ça nous coûte de l'argent, et donc ça nuit à notre compétitivité. Alors jusque-là, on a réussi à tenir le choc. Il y a différentes manières de le faire, plus de contenu dollar, des instruments financiers de couverture, essayer de vendre chaque fois que l'on peut les avions en euros, ça reste très limité. Bon, à ce stade, on tient la compétition. On se sentirait beaucoup mieux avec un dollar un peu plus fort. Merci. Dernière question avant de lancer le débat dans la salle. Une question encore pour Marwan Laoud. L'arrivée de nouveaux entrants dans l'aéronautique civile, on pense évidemment tous aux Chinois qui préparent un avion, est-elle vraiment une menace sérieuse pour l'industrie aéronautique européenne et française? Tout d'abord, le fait qu'il y ait de nouveaux entrants est dans l'esprit même de ce que je décrivais comme étant les moteurs de l'aéronautique, la passion, l'innovation, l'audace. Pour ça, il faut être organisé et structuré. Donc, les nouveaux entrants qui vont percer sont des nouveaux entrants qui ont une organisation, un écosystème, un soutien qui leur permet d'arriver. Donc, les Chinois sont effectivement l'exemple que l'on cite. C'est bien entendu moins confortable que d'être dans une situation de duopole où on connaît son concurrent, il nous connaît, on anticipe. En théorie microéconomique, le duopole est la situation la plus prévisible. Mais on n'a pas peur de la concurrence. Il y a deux manières de faire d'ailleurs. Il y a deux manières de faire. Ou bien on se protège par des dispositifs réglementaires. Ça, c'est quand on ne se sent pas assez fort. Ou bien on se dit, il y a une concurrence qui arrive. Je pense qu'un Chinois fera une proposition à une compagnie européenne dans moins de 10 ans pour remplacer des avions. Donc ça sera un concurrent sérieux dans moins de 10 ans. On a un peu de temps pour anticiper, c'est pas très long à l'échelle aéronautique, 10 ans, mais si on anticipe, si on reste innovant, audacieux, en proposant des choses qui sont à la pointe, non pas seulement de la technologie, mais de ce qu'attend le client, on peut résister, on peut continuer à garder le haut du pavé. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Je crois que ça, c'est aussi un point
qui caractérise cette industrie depuis ses origines. On n'a jamais eu peur de la concurrence. Merci Marwan Laoud. On va lancer le débat. On va prendre une ou deux questions parce qu'on est déjà un peu en retard. Une ou deux questions. Alors je vous demanderai de vous présenter, de présenter la société que vous représentez. Et vous, évidemment, vous pouvez poser des questions en anglais. Il n'y a aucun problème. Personne n'a des questions? Nous avons une salle timide. Ah si, derrière vous. Oui, bonjour. La question s'adresse à Marwan Laoud. Outre l'admiration que je vous porte à travers votre carrière, je voudrais savoir s'il est exact, je crois que j'ai lu dans la tribune, que le taux horaire de l'usine Airbus aux États-Unis de coût de main-d'œuvre sera notoirement inférieur au coût horaire de l'usine en Chine, voire son rapport par rapport au coût horaire à Toulouse. Merci. Les idées reçues sur la compétitivité en matière de coûts sont battues en brèche quand on regarde en détail. À l'évidence, l'Europe est une des régions du monde où les taux horaires moyens sont les plus chers. C'est vrai pour toute l'industrie, c'est encore plus vrai pour l'aéronautique. Aux États-Unis, la situation est assez intéressante. La compétitivité coût est particulièrement forte. Donc les taux horaires sont bas. Les taux horaires se comparent à un pays bas coût. Les US, c'est un pays bas coût. La Chine, en matière d'aéronautique, est supérieur, enfin le taux horaire moyen est plus élevé qu'aux États-Unis. Ce qui fait que c'est une idée reçue de penser on fabrique en Chine pour fabriquer moins cher. En réalité, on fabrique en Chine pour être plus proche du marché. Un avion sur 4 aujourd'hui chez Airbus, mais un avion sur 4, voire un avion sur 3 chez Boeing va en Chine. Peut-être une toute dernière question, sinon on va clore ce débat. Ah, monsieur. Bonjour. Moi, ce serait une question plutôt pour Monsieur Leroux. Effectivement, comme l'a dit Monsieur Laoud, la plupart, lorsqu'on n'a pas d'ancrage au niveau défense, le fait d'avoir des grands donneurs d'ordre qui demandent autant que possible à pouvoir être facturés pour neutraliser leur effet de change en dollars, nous force nous-mêmes, les équipementiers ou toute la supply chain amont, à délocaliser vers des pays qui sont soit low cost, soit zone dollar. Donc, outre les plans qui sont en cours, est-ce qu'à un moment donné, les problématiques de charge donc qui sont supportées par le reste de la supply chain amont, parce que oui, si le secteur va bien, tout le tissu d'équipementiers et de sous-traitants est en train de bouger, et donc toute une partie de la chaîne de la valeur aéronautique continue à bouger. Est-ce que le gouvernement a d'autres mesures en tête pour essayer de rendre plus compétitif le tissu de la supply chain aéronautique? En dehors de ce qui a pu être présenté hier, mais qui ne concernait pas spécifiquement le secteur aéronautique, je n'ai rien là à vous annoncer, si ce n'est la volonté de travailler sur chacun de ces sujets et sur toutes les particularités de chacune des filières, dont la filière de sous-traitance de l'aéronautique, dont on voit bien... Bon. Mais pour ce qui est des budgets de défense, moi je voudrais simplement dire ici que vous avez noté ces amputations de crédit. Nous avons voté, et je le dis très clairement ici, nous avons voté une loi de programmation militaire, dont la caractéristique centrale que nous voulons, qui garde une ambition et qui est mesurée, qui prend en compte les difficultés, qui sont les difficultés budgétaires de notre nation, et en même temps le poids particulier que représente aujourd'hui pour notre pays ce secteur. Il y a bien entendu des recettes exceptionnelles qui manquent, mais il y a à l'intérieur de la loi de programmation militaire que nous avons votée un article qui prévoit que quand il n'y a pas ces recettes exceptionnelles, il y a au niveau interministériel un certain nombre d'économies qui sont faites pour que les programmes qui sont prévus puissent se poursuivre.
et pour qu'il n'y ait absolument aucune rupture. Et que j'entends, comme président du groupe majoritaire, faire en sorte que cet article ne soit pas oublié. Et donc, que nous mesurions ensemble les conséquences, parce qu'il y a une dimension de citoyenneté dans cette industrie qui fait qu'il y a un certain nombre de discussions qui peuvent s'opérer. Tout à fait possible, et d'ailleurs nous avons l'occasion de le faire très très régulièrement, cet aller-retour. Mais avoir des amputations qui amènent ensuite à des effets sur nos programmes, la charge de nos cabinets d'ingénierie, la tension qu'il doit y avoir sur ce secteur, et avec toutes les conséquences, et je pense que c'est une des premières réponses. Je ne veux pas rentrer là sur la question des coûts, des charges, qui représentent un élément très particulier, mais celui-ci est aussi important, et c'est pour ça que je tiens ici à affirmer une volonté et une posture qui sera celle de l'Assemblée nationale sur le respect de la loi de programmation militaire, qui a des conséquences, bien entendu, sur tout ce dont nous parlons depuis quelques minutes. Merci Bruno Leroux. Marouane Laoud, vous voulez rebondir ? Très rapidement. Oui, très vite. Juste un mot. Le CICE a été évoqué par Bruno Leroux tout à l'heure. On sait très bien que son impact sur l'industrie aéronautique était faible. Les mesures annoncées qui sont aujourd'hui en train d'être mises en application vont avoir un impact supérieur. Il faut qu'on regarde. C'est très important qu'on tire profit de tout ce qui est possible pour améliorer notre environnement. Nous sommes des industriels. Quand on demande une amélioration de la compétitivité du territoire, ça sous-entend des économies. Nous sommes en même temps des industriels de la défense. Les économies peuvent porter sur la défense. Nous sommes prêts à entendre ce discours. Nous l'avons entendu au moment de la loi de programmation. Ce que nous disons, c'est que quand il y a une loi de programmation qui est votée, qui donne une perspective, il ne faut pas la changer tous les 6 mois. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat riche et intense. Vous avez maintenant 2 débats. Les aéroports carrefour de la mondialisation, ou bien le low cost va-t-il rafler tout le marché? Merci beaucoup encore. À très bientôt.